La valeur matérielle, héritage et patrimoine, la valeur n'attend pas le nombre des années, dit Rodrigue, et pourtant l'histoire, l'héritage, le patrimoine, c'est de l'or que vous avez entre les mains, vous entendez vous dire les uns et les autres. Petit tour de table. Guillaume Henry, ai-je besoin de vous présenter? Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes passé, vous avez créé votre propre marque, puis vous êtes passé par Carven, enfin plus que passé par Carven, 2009-2014, hein, c'est bien ça? J'ai une faculté à oublier. Je sais Très plus. bien. Nina Ricci et surtout Patou depuis 2018. Voilà, c'est ça. Donc vous êtes abonné au Marca Histoire. Bah apparemment, ouais. Je crois que ça a un peu défini, ça définit un peu mon parcours jusqu'à présent. Ouais. On va raconter comment et pourquoi et quelle richesse ça vous apporte et comment vous travaillez avec ces marques. Clémentine Colin-Richard, bonjour, administratrice de la PME Richard Pontvert. On connaît mieux la marque principale de cette maison, c'est Paraboot. Paraboot, et vous êtes la 4e génération. Il y a d'autres marques aussi, Parachoc, Galibier, mais Paraboot, petite présentation, c'est né en 1908, c'est bien ça? Tout à fait, j'ai 115 ans. Vous êtes dans l'Isère, en tout cas, 24 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont la moitié en France, et 200 personnes, dont 150 en production. C'est important à rappeler et on reviendra sur le reste de l'histoire juste après. Julien Tuffry, bonjour. Et bonjour. Dirigeant avec votre épouse Myriam d'Atelier Tuffry. Atelier Tuffry, vous l'avez repris en 2014-2015, c'est bien ça? Ça a été créé par votre arrière-grand-père. Aujourd'hui, c'est près de 3,5 millions de chiffre d'affaires et 31 personnes depuis la semaine dernière et vous êtes établi dans les Cévennes. C'est ça, donc nous on a 131 ans. Oh, parfait. Avec nous également Émilie Amen, bonjour. Vous êtes professeure à l'IFM, directrice de la chaire Chanel et 19e des savoir-faire et de la mode, et vous êtes spécialiste du patrimoine et de l'héritage des marques. Vous sortez un livre, L'idée de mode, une nouvelle histoire. Hein. Racontez-nous d'un mot. Oula, c'est l'adaptation de ma thèse de doctorat, où j'ai considéré l'évolution de l'idée de mode, donc le fait que la mode, c'est pas toujours un objet. Ça peut être des attitudes, ça peut être des histoires, ça peut être des manières de faire et enfin une manière de créer. Merci beaucoup. Alors cet héritage, quand vous arrivez, on va commencer par vous, Julien, parce que vous êtes le plus ancien, hein, vous l'avez dit. Quand vous êtes arrivé en 2014-2015, je le disais, dans la manufacture familiale, après une école d'ingénieur, un début de carrière dans un grand groupe international, vous reprenez avec votre épouse, vous dites on ne peut pas laisser ça comme ça. L'atelier de Jean Tuffry, fondé par votre grand-père. Que reste-t-il alors ? Qu'est-ce qui reste concrètement? Fondé par mon arrière-grand-père pour le coup. Et alors c'est rigolo parce qu'il restait absolument tout ce qui n'a pas été évoqué depuis ce matin. C'est-à-dire vraiment cet énorme capital d'une marque patrimoniale. Là, on a un rôle qui va être hyper difficile là pendant ces 3 quarts d'heure de table ronde, c'est de ne pas passer pour des gens rococo qui vraiment regardent juste la mode par le petit rétroviseur. Ce patrimoine immatériel, il est patrimonial et hyper important pour justement voir la suite. Donc, qu'est-ce qui reste dans la manufacture? Il reste un savoir-faire brillantissime, transmis. Il restait aucun réseau social, il ne restait aucune communication, aucune campagne de pub. Il restait pour le coup vraiment quelques vieilles machines. Des racines profondément ancrées, et surtout parce que je pense que tu vas beaucoup nous poser la question pour la suite de qu'est-ce qu'on a retenu de cette période-là. C'est pour le coup des valeurs profondément intrinsèques qui n'ont pas été, entre guillemets, abîmées par ces 40 années de perte un petit peu de sens. Donc il restait en fait énormément de sens, et ça nous a permis, sur ce socle hyper solide, et on a eu la chance de faire repartir la marque dans ce qu'on pense être la super belle direction. Et une chose qui est clé, c'est en mettant l'humain. Enfin, on a récupéré un noyau humain. Et on va beaucoup en parler. Et j'ai déjà une réponse à faire à Yann autour de l'IA versus l'humain. Et 500 jeans, parce que je ne sais plus si on l'a déjà précisé, mais l'atelier Tuffry, vous faites des jeans. À l'époque, quand vous reprenez, il se produisait 500 jeans par an. Aujourd'hui, c'est 500 par semaine. Donc c'est bien ça. On va y revenir effectivement dans un instant. Clémentine, chez Paraboot, donc on disait 1908, quand la 4e génération arrive aux commandes, il y a toujours la Michael, il y a toujours le savoir-faire.
Qu'est-ce qu'il y a ? En fait, moi, j'aime à dire que la maison familiale et le cuir et la chaussure, je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'aime beaucoup ce parallèle avec la gastronomie. Alors, on est basé entre Lyon et Grenoble, donc on va faire les chauvins. On aime la gastronomie. Et en fait, on puise dans les vieilles recettes, les vieux catalogues, notre patrimoine qui nous fait vivre encore aujourd'hui. Vous parlez de la Michael. Aujourd'hui, souvent, quand les gens me disent « Ah, mais Paraboot, mais c'est le modèle avec le gros bourrelet, la grosse semelle. » Ah oui, là, vous parlez du Michael, qui n'a que 78 ans aujourd'hui, puisqu'il est né pour la naissance de mon père, alors qu'il s'appelle Michel, mais on anglicisait déjà beaucoup à l'époque. Et c'est ça. Et quand les jeunes marques, parce que nous collaborons beaucoup, merci d'ailleurs à Patou dernièrement d'avoir collaboré avec nous, ils plongent dans ces catalogues et ils nous disent mais ça c'est génial, mais vous êtes sûr, parce que ça fait juste 50 ans, 60 ans qu'il existe, mais c'est pas grave, on va le réinventer. Et en fait il est là, notre patrimoine, notre héritage. Alors comme moi je dis, j'ai rien créé, j'ai hérité. Je sais pas si c'est plus simple, plus compliqué, en tout cas il faut se réinventer. Vous parlez de la 4e génération, mais la 3e est encore là. Mon père est toujours président de l'entreprise. Par contre, on essaye tous les jours d'amener une pierre différente à l'édifice. On va revenir sur ce rôle fondamental. Guillaume Henry, quand vous arrivez chez Patou, que reste-t-il ? Parce que là, c'était particulier. Là, non seulement elle était un petit peu endormie, mais surtout, elle s'était carrément arrêtée. C'est une marque qui s'est arrêtée. Patou, l'activité mode s'est arrêtée en 1986 avec le départ de Lacroix. Ça s'appelait Jean Patou d'ailleurs. Exactement. Donc quand vous arrivez, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste rien. Et puis surtout, il y a des maisons comme ça patrimoniales qui sont passées de main en main. Donc en fait, les archives, c'est passé de bureau en obscur studio, en licence. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'adresse, il n'y avait plus. Je crois qu'il restait de Patou. Non, je crois qu'on a acheté aux ventes aux enchères un poudrier et on a commencé avec un poudrier de 1930. Ça a été comme ça. Et alors, comment on fait quand on se dit, ok, je vais être le prince charmant qui va réveiller cette belle endormie ? Et comment on fait ? Déjà, juste pour la petite anecdote, quand vous parlez de réveiller la belle endormie, c'était même encore plus étrange que ça. C'est-à-dire que moi, je venais de quitter Nina Ricci après 3 ans. Et j'étais dans un moment où j'avais envie de faire un peu une pause. Il y avait un climat aussi dans la mode avec lequel j'étais un tout petit peu mal à l'aise. Et j'avais besoin de retrouver une écriture personnelle pour me challenger. Il y avait un climat très apocalyptique, vraiment, qui m'effrayait, alors que moi, la mode, depuis que j'ai 8-9 ans, elle me donne le sourire. J'ai vu Viviane Blassel tout à l'heure, je ne sais pas si vous la connaissez, mais si elle est là, je la salue, parce que je lui dois un peu ma vocation, grande journaliste de mode. Et en fait, j'avais envie de faire un peu moins, mais mieux. Et en fait, j'ai adoré mes années Nina Ricci, c'est pas ça, mais c'était toujours plus fort, toujours plus grand, toujours plus violent, toujours plus bruyant, toujours plus... Et j'avais envie de me calmer. Donc j'ai arrêté, j'ai profité de Paris, que je connaissais pas la semaine. J'avais jamais vu Paris la semaine. Donc je me baladais beaucoup, je marchais beaucoup. Et puis un jour, j'ai eu un rendez-vous avec un monsieur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Monsieur Toledano. Sydney. Voilà, et qui m'a demandé ce dont j'avais envie, très, très gentiment. Je ne savais pas, parce que vraiment, l'oppression marketing, tout ça, c'est quelque chose avec lequel je voulais vraiment... Je voulais renouer avec le plaisir et je voulais retrouver la joie d'un métier qui me faisait rêver quand j'avais 10 ans. Et un peu, voilà, s'amuser, quoi. Et il me dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plairait, tout ça, mais très innocemment. Et vraiment, j'étais un peu perdu, j'étais un peu piégé. Et comme je me baladais beaucoup dans Paris, j'avais visité complètement par hasard le cimetière du Trocadéro. Et je dis, vous savez quoi, il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvé dans la tombe de Jean Patou et j'avais complètement oublié ce nom. Et le nom est génial, ça m'a fait sourire. Patou, pour moi, c'est un truc joyeux, collectif, sympathique. Et voilà, ça, c'est un nom que... Voilà, j'aimerais... Moi, je ne savais pas du tout qu'ils avaient un projet avec cette marque. Ça, c'est une maison pour laquelle j'aimerais travailler. Et là, il m'a dit... Ça tombe bien. Ça tombe bien, voilà. Mais des fois, il faut provoquer un peu l'univers pour qu'il se passe des choses. Et il me dit, ça tombe bien parce qu'on a un projet de relance pour la maison. Voilà.
Donc vous arrivez chez Patou, il y a tout à reconstruire finalement. Et c'est ce qui est intéressant aussi parce que vous me disiez les archives, le patrimoine de ces maisons historiques, elles sont aussi celles que l'on choisit d'utiliser. Par exemple, pour Nina Ricci, c'était peut-être l'idée d'évanescence un petit peu. C'est pas vous ce que vous aviez retenu et envie de mettre en avant? Non, en fait, j'ai l'impression que... Alors, je vais encore rembobiner, mais j'ai eu la grande chance de travailler chez Carven en 2009, comme vous disiez, avec un patron repreneur qui m'a dit la meilleure chose qu'on puisse dire à un créatif. Ça faisait quelques semaines que je travaillais sur la première collection et il regardait rien. Il voulait rien voir. Et un jour, je lui dis, il s'appelle Henri Sebaoun, je lui passe le bonjour. Et Henri, je vais le voir à un moment un peu stressé, parce que moi j'étais habitué à toujours devoir montrer mes croquis, être validé, pas validé. Je dis, mais Henri, tu veux pas voir mon travail? Et il me dit, non, parce que je te fais confiance. Et si ça marche pas, c'est que je me suis trompé, je t'ai choisi, donc je te fais confiance. Et j'ai trouvé ça absolument merveilleux. Donc de Patou, qu'est-ce que vous conservez? C'est plus... C'est quel moment finalement? Parce que vous avez Joël, vous avez le poudrier. Comment vous faites pour quand même rester dans l'univers Patou? Bon, pour moi, quand on travaille pour une maison, il y a évidemment il faut faire un peu, il y a un côté un peu scolaire, faut un peu étudier la marque quand même. Donc, j'ai fait mes devoirs pendant 1 an, parce qu'en effet, Patou, c'est un projet qui a commencé au moment où, objectivement, il y a eu une signature sur un document officiel, quoi. Donc 2018, mais il n'y a rien. Et pendant 1 an, je ne dessine pas ni une jupe ni un pull, hein, je fais mes devoirs. Je vais au musée des arts décoratifs, je rencontre des collectionneurs, je rencontre des gens qui ont travaillé pour la maison à travers les années. Je découvre plein de choses que je ne connaissais pas, parce que de Patou, moi j'ai en mémoire Jean Patou, mais je ne suis pas non plus une encyclopédie de la mode. Donc évidemment, Christian Lacroix, qui m'a fait rêver quand j'étais ado. Mais entre les deux, bof, je ne sais pas trop. Et en fait, on commence à coller les morceaux, on apprend. Et on met aussi beaucoup de soi. Pour moi, quand on accepte une mission dans le métier de la mode, il ne faut pas l'accepter parce que c'est sexy ou parce que c'est... Pour moi, c'est un peu comme une histoire d'amour. Faut qu'il y ait aussi une affinité. Il ne faut pas que ce soit forcé. Si c'est forcé, ça ne marche pas. Et donc, je l'ai abordé avec beaucoup d'affection. Voilà. Et puis après, j'ai beaucoup travaillé sur les archives que j'ai pu trouver avec les équipes. Et puis après, il faut oublier. Il faut oublier ce qu'on apprend, voilà, et commencer. Voilà, une belle leçon. Julien, vous le disiez, il ne reste pas grand-chose quand vous arrivez. Et en même temps, vous n'avez pas envie d'être gardien de musée. C'est bien ça l'histoire. Ce que vous avez commencé à dessiner, c'est que vous dites cette histoire familiale, elle est parfaite parce que ça fait très beau quand vous êtes interrogé dans les médias. Mais elle vient peut-être pour vous après l'histoire de mode, l'histoire d'éco-responsabilité, l'histoire d'humain qui sont très importants pour vous. Mais c'est évident que ça rejoignait tout ce qui a été dit avant sur cette puissance immatérielle de la mode. Alors là, c'est juste génial, c'est que... Pareil, avec Clémentine Zé qui a été tombée dedans quand elle était toute petite. Moi, sur le chemin de l'école, j'ai toujours fini mes devoirs. L'atelier était entre l'école et chez moi. J'ai toujours fini mes devoirs sur une table de couture. Je me suis toujours mis à la machine quand je finissais mes devoirs tôt. Mais le rêve de mon père, c'était que je ne fasse absolument pas son métier. Enfin, on replace le contexte quand même. C'est pour ça que c'est génial et je remercierai jamais assez les brillants organisateurs de cet événement, de nous donner la parole. Et ça aussi, c'est un message aussi sur la nécessité du temps long et sur la nécessité d'aborder l'avenir. Enfin, moi, je suis né en 86. En 2000, pardon, j'ai 14 ans. Qui parlait de Made in France? Qui parlait, tu as commencé par dire, on vient de la province, même d'un département moi, je viens de Lozère, on ne remplit pas le Stade de France, tous les habitants de la Lozère. Donc, qui parlait de Made in France, qui parlait de ruralité, qui parlait de circuit court, qui parlait d'éco-responsabilité, qui parlait d'artisanat, blablabla? Personne. Ça permettra de faire une grosse ouverture sur la suite, mais je fais partie de cette géniale génération, cette horrible génération, où, quand on était fils artisan de la mode française des années 90, quand on était très très bon à l'école, il fallait surtout pas faire ça. Je parle pas des années, je parle des années 2000. Donc, évidemment que cette
cet héritage-là, et c'est pour ça que, si tu veux, pour répondre à ta question, nous, moi j'ai plutôt été formaté pour ne surtout pas parler de ça. C'était hyper rococo. Enfin, mon père et mes oncles ont très longtemps été les dernières paires de mains à fabriquer du gin en France, avec un patrimoine de savoir-faire exceptionnel. On a des archives qui sont formidables, on a tout ça. Mais c'était clairement... ce pourquoi je suis là aujourd'hui à gonfler le torse devant vous et en disant que ma marque est fantastique, c'est exactement pour ces raisons-là. Il y a 15 ans que mon père passait pour... je dis ça avec un amour incommensurable, mais de ces... en Cévennes, on dit, en patois occitan, on dit le reboussaire, un peu le têtu qui n'a rien voulu lâcher, mais c'était à contre-courant. C'est le totalement. regard qui a changé, en fait. Le regard a changé, et mon père se plaît à dire toujours, souvent on fait beaucoup visiter la manufacture, on a des gens qui arrivent et qui tapent sur l'épaule de mon père, il a toujours la lunette au bout du nez là, parce que lui aussi il est à la manufacture. Hein. Ah, c'est vous, monsieur Tuffery, ah, c'est super ce que vous avez fait, c'est génial, bravo. Et là mon père il le regarde, il dit, moi je fais le même métier depuis 60 ans en fait, c'est votre regard qui a changé, et c'est ça qui est génial. Et ça, c'est super. Et en plus de ça, est venu le fait que très longtemps, parce que je fais le gros malin avec mon territoire isolé, mais très longtemps, ça a été un calvaire quand même, hein, on ne se le cache pas. Et là, aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est qu'on a beau être familial, on a beau avoir 130 ans, on a beau être rural, on a beau être artisanal, on a beau être très impliqué dans les filières locales. Tout ça, aujourd'hui, c'est juste un levier d'innovation fantastique. Donc pour reboucler avec ta question, oui, souvent on vient chercher Atelier Tuffery sur oh là là, qu'est-ce que c'est beau cette transmission de père en fils depuis gna 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 poète poète. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que ça fait juste 130 ans qu'en fait c'est de l'innovation. Et j'espère qu'on parlera beaucoup de la place de l'humain dans tout ça. Et ça, c'est capital parce que quand on parle d'innovation, la mode, il y a la créativité, il y a les réseaux sociaux, il y a l'influence, il y a tout ça. Mais en fait, qui la fabrique cette mode? Qui la fabrique cette mode? Clémentine, sur Paraboot, vous arrivez de la même manière, il n'y a pas grand-chose. On disait la conservation des archives, ce n'était pas une idée répandue pendant quelques années. Même les grandes maisons de luxe ont dû aller creuser, chercher dans les expositions, dans les caves dont on parlait tout à l'heure, Guillaume. Et pourtant, cette marque, elle est toujours là. Il y a notamment un gros succès au Japon. Qu'est-ce qui fait ce succès au Japon de cette marque qui à un moment quand même était, c'est Julien qui me le rappelait, c'était la marque quand même dans les coopératives agricoles, Paraboot. Mais on l'est toujours. C'est ce que j'adore et ce qui est complexe à l'heure de la mode. Alors nous on n'aime pas trop ce mot-là chez nous, c'est un peu tabou, mais en même temps c'est celle qui nous a sauvés. Et en même temps vous travaillez avec Patou. Voilà, exactement, parce qu'en même temps c'est celle qui nous a sauvés dans les années 80. Parce que Paraboot ne pourrait ne plus être là aujourd'hui sans la mode italienne qui avait décidé de changer le costume cravate un peu strict pour du tweed, de la laine, du velours côtelé et les chaussures façon clergé qui étaient fabriquées d'ailleurs pas très loin de chez nous, ça allait plus du tout avec le style. Et nous, on était connus pour la ruralité, la montagne. Moi, mon arrière-grand-père, il était issu de l'agriculture. Donc, ce qu'il voulait, c'était fabriquer des brodequins qui durent une vie, où vous en changez quand vos doigts de pied vraiment n'en peuvent plus. Donc, avec toute cette notion de durabilité, de terroir, de territoire. Et en effet, aujourd'hui, comme je parlais de mes recettes de cuisine, les Japonais sont venus chercher en fait nos recettes, notre histoire, notre antériorité, et ils plongent dans nos catalogues et les modèles pour lesquels ils s'enflamment, ce n'est que le brodequin du paysan, de l'éleveur, du chasseur, du champignonneur, et j'en passerai tant d'autres. Et alors, on avait notre patrimoine, mais notre patrimoine il réside, et je rejoins Julien, on a ça en commun, et d'ailleurs on a une belle collaboration là-dessus aussi, mais qui est sur l'humain. Et en fait, notre patrimoine, on l'a créé aussi grâce à des clients, grâce à des fournisseurs. Le modèle qu'on a fait pour vous, c'est un client qui nous l'a inspiré des années 20, et nous, on l'a réinterprété en 80. Et c'est grâce à eux, en fait, qu'on a tenu ce patrimoine. Et les Japonais ont su s'extasier, aller chercher la substantifique moelle, je dirais, de ça. Et aujourd'hui, on a la chance d'être au Japon, à côté des meilleurs. La maison de Dunlop, Hermès, pour laquelle on a pu fabriquer aussi, la maison Louis Vuitton. Et on est totalement assimilé au savoir-faire à la française. On en parlait hier, on a lancé, le gouvernement a lancé une stratégie pour les métiers d'art. Et moi, j'en suis ravie. Et en même temps, on a tous eu le même constat de dire pourquoi on arrive à briller plus fort en dehors de France que dans notre propre pays.
Eh bien, on va essayer d'y contribuer. Émilie, quand vous entendez ces histoires, on les écouterait longuement, hein, ces histoires de marque. Quelle est votre vision, effectivement, de cet héritage, ce patrimoine? Est-ce que ça peut être une richesse, ou on le voit parfois aussi, ça peut être peut-être une contrainte, ou en tout cas une difficulté. Et pourtant, il est important de le mettre en valeur, cet héritage, ce patrimoine. Si on prend de la hauteur, vous qui regardez la mode dans son ensemble, quelle vision vous avez? Oui, alors il est vrai que ce rapport assez singulier au patrimoine qui nous est assez familier, on va dire depuis une trentaine d'années, vous l'aviez évoqué au début, cette idée que finalement cette prise de conscience par les marques notamment de mode, de conserver des archives, ça n'a pas toujours été là, et qu'en effet ça a été le malheur un peu de certaines grandes marques de se dire finalement dans les années 10, 20, 30, les anciennes collections, on les brade, on les jette, on s'en débarrasse. Donc il y a une prise de conscience qui coïncide peut-être avec les dernières décennies du XXe siècle, ce moment où se définit aussi un certain modèle économique de la marque à héritage. Et donc ça, je dirais que c'est pour tout ce qui va entourer la narration de marque de certaines marques de luxe. Mais si on regarde un autre contexte, qui est donc celui des fabricants, des artisans, des personnes qui font les objets de la mode, ici le statut de l'archive est tout à fait différent. C'est surtout qu'elle prend différentes formes. On a peut-être une image un peu fantasmée de ce que c'est que des archives de mode. On imagine des robes sous des housses, il y a quelque chose d'assez fantomatique. Et finalement, l'archive, et c'est ce qui me fascine aussi beaucoup dans mes travaux actuels, c'est que l'archive dans un atelier, c'est quoi? C'est un échantillon qui va être manipulé par plein de personnes. C'est une machine qu'on n'a pas changée depuis parfois 100 ans, peut-être plus. C'est l'oralité. C'est l'oralité aussi, et que donc on est face à une diversité de matériaux, et que c'est peut-être ça qui peut paraître déroutant dans un premier temps, parce que précisément on va un peu à rebours de cette image plus romantique, plus scénographiée aussi au fil des expositions de mode qui elles aussi sont relativement récentes en France. C'est un des paradoxes aussi. Et ont de plus en plus de succès, on y reviendra tout à l'heure. Et Guillaume Henry, avoir la charge de la création d'une marque à histoire, est-ce que ça permet de gagner du temps? Oui, ça gagne. Enfin, comment dire, pour moi, une marque à histoire, c'est donc une marque patrimoniale. Le patrimoine, c'est quelque chose qu'on partage. Donc en fait, quand on travaille pour une maison qui a une mémoire, elle a une mémoire collective. Donc ça gagne du temps parce que d'un coup, c'est comme si vous appuyez sur un bouton réveil dans l'inconscient de tout le monde. La première fois que j'ai parlé de Patou aux gens autour de moi, ça peut être aussi un peu stressant, parce que les gens, ils ont une direction artistique aussi à eux, pour la maison que vous reprenez. Donc moi, on m'a dit tout de suite, tu vas faire des robes de tennis. Non, enfin peut-être, je ne sais pas encore, enfin c'était pas encore très clair, mais ça gagne du temps. Par contre, comment dire, quelque part, si ça marche pas, il faut vite passer à autre chose. Parce que j'ai l'impression que quand on travaille pour une maison à histoire, on est un peu un passeur. Moi, j'ai pas du tout envie de braquer les maisons pour lesquelles je travaille. Pour moi, c'est la maison d'abord. J'ai travaillé pour Carven, c'est un merveilleux moment pour moi, mais je suis très content aussi que Carven existe et se relance là bientôt. Faut pas essayer de braquer. Maintenant, oui, peut-être que on gagne un peu de temps, mais les gens, ils ont un rapport aussi très personnel à la maison, donc parfois, c'est j'aime, je déteste, quoi. C'est vraiment, c'est comme si, je sais pas, j'avais redécoré un appartement et qu'il déteste, quoi. Donc, ça peut être un peu violent. Donc ça peut être, et pour vous, c'est un peu contraignant, parfois. Alors non, ça l'est pas, parce que déjà, franchement, comment dire, remettons les choses à leur place, c'est quand même un boulot génial. Des fois, on passe beaucoup de temps à se plaindre dans ce métier-là, mais bon, ça va. Il y a pire quand même dans la vie. Donc, ça peut être contraignant, mais maintenant, je prends beaucoup de recul. C'est-à-dire que par le passé, je pouvais voir les maisons comme des entreprises, des boutiques, des équipes en place, ou pas, des choses à recréer, et je voyais ça comme une industrie. Maintenant, les maisons, je les vois comme des gens. Et ça m'a tellement simplifié la tâche. C'est quand on m'a proposé Patou, je ne me suis pas dit Patou c'est quoi, je me suis dit Patou c'est qui. Et en fait, quand il y a un rapport à l'affect et à la personne, c'est un peu plus humain, affectif et rassurant. Donc, par exemple, quand on me demande de décrire Patou, je décris Patou
pas tellement en termes de produits, je sais pas le faire, je crois que je suis pas très bon pour ça, mais je décris un peu Patou comme je décrirais quelqu'un. Et pas seulement, genre, elle est blonde aux yeux bleus, parce que ça, c'est très générique, mais des caractéristiques. Et pour moi, une maison qui dure, c'est pas parce que la robe reste jaune ou le sac carré, c'est que ces caractéristiques restent de designer en designer et d'époque en époque. C'est intéressant, vous venez de parler du mot affect, et je pense que quand on a l'héritage, le patrimoine, on part avec cet affect-là. Et vous le disiez tout à l'heure, Clémentine, que les clients, quelque part, s'approprient aussi la marque et permettent de la faire vivre aussi. Aujourd'hui, comment on fait pour revisiter la Michael? Alors, grâce à des collaborations, vous venez de le dire, mais la Michael ou d'autres, mais parce que c'est la plus emblématique, avec des normes actuelles, avec des besoins de confort de 2023, comment on fait pour toucher sans trop toucher? Est-ce que c'est pas justement un petit peu contraignant dans la création et l'avancée? Comment on fait? Alors, permettez-moi tout d'abord de réagir sur des propos, parce que le terme de passeur, c'est vraiment le terme que nous, pour la 4e génération, on s'est senti investi. Alors bon, voilà, moi j'ai mon père qui était omniprésent, qui est celui qui a remonté la maison grâce à des fournisseurs, entre autres, et des clients. Il a transmis un patrimoine. Et je pense que quand il a eu cet accident il y a 10 ans, nous on s'est réveillés. Déjà on s'est dit waouh, 4e génération, là, faut être sur le pont. D'accord, on va y aller, on va essayer. On n'était pas tous dans l'entreprise. Et en fait, on a changé notre vision des choses de la maison. On s'est dit, en fait, c'est pas la nôtre. Certes, c'est une entreprise familiale. Aujourd'hui, c'est un capital encore 100% familial. Mais avant toute chose, c'est des équipes. Aujourd'hui, c'est un groupe à peu près de 200 personnes en direct, mais il y a tous les indirects. C'est un territoire. Ça fait 115 ans qu'on est en Isère. Je vous invite, c'est un super petit territoire. Et en fait, on s'est dit, voilà, ça doit passer peut-être à la 5e génération. On me pose d'ailleurs la question, et pour l'instant, je dis, foutez-lui la paix. Laissez-la tranquille, la 5e génération. Mais par contre, moi, mon sentiment, c'est de dire, l'entreprise doit continuer, avec ou sans la famille Richard. Et cette notion de passation est très importante pour moi. Et on la retrouve dans la gestion des collections. Parce que bien sûr, il y a un moment donné, j'ai un profil de direction de collection, et quand on me disait on va refaire une énième Michael, je disais au secours quoi, trouvez-moi autre chose. Mais parce que moi je suis tombée dedans quand j'étais petite, donc à un moment donné, je n'ai plus les yeux que par contre vous nous apportez de l'extérieur, et là vous, le monde de la mode, parce que quand on est dedans, voilà, on voit plus. Et je dis, ok, banco, si c'est aujourd'hui le produit auquel vous nous identifiez, celui-là, il faut qu'on le capitalise. Parce que c'est grâce à lui qu'on a passé les hauts, les très bas, et que j'espère qu'il y a encore des hauts. Donc on voit en fait son capital de collection différemment. Et après, c'est le challenge des matières. C'est le challenge, en effet, nous, on est très matière première, donc on utilise du cuir, essentiellement. Et aujourd'hui, je ne nous vois pas utiliser d'autres choses. En tout cas, ce n'est pas dans l'ADN de la maison. On utilise du caoutchouc. On est le seul fabricant à faire nos propres semelles. Donc, j'ai 3 grands gaufriers chez nous. Mais le caoutchouc, il évolue. Le cuir, il évolue. Ne serait-ce parce que la vache, elle ne boit pas et elle ne mange pas la même chose. Et ça, c'est vrai que les clients ont du mal. Et ils me disent, moi, j'ai cette chaussure, soit de mon père, ou alors que j'ai acheté il y a 10 ou 20 ans, je viens d'en racheter une autre. Elle ne se patine pas pareil. La semelle, ça s'est beaucoup plus usé qu'avant. Et donc là, oui, on rentre dans des débats, mais avec de l'affect, en fait. On n'essaye pas d'y répondre scientifiquement. On répond l'environnement. Donc ce que je vous dis, là où la vache, elle n'a pas bu, elle n'a pas mangé la même chose. Le caoutchouc, il n'est pas le même. Les transformations ne sont pas les mêmes. Et on fait des compromis. Et ces compromis, en tout cas, toujours pour faire le même produit. Alors peut-être qu'écologiquement, on pourrait être, ou environnementalement, meilleur. Mais nous, à un moment donné, on a un produit qui doit servir nos clients, qui doit servir le même objectif depuis toujours, c'est-à-dire une chaussure pour marcher et une chaussure intemporelle. Parce que moi, j'adore et je terminerai là-dessus, mais les histoires de famille, on vient me trouver, on me dit, j'ai cette paire-là de mon père et de mon grand-père. Alors, je suis désolée, j'aimerais bien dire ça au féminin, mais c'est souvent plutôt les mondes masculins qui viennent nous voir. Et vous pourriez me la refaire. Alors, je dis non seulement je peux vous la refaire,
Mais si vous voulez, je peux vous vendre le même modèle aujourd'hui. Julien, 4 millions investis depuis 6 ans pour remettre à niveau tout le matériel et justement pour ne pas être gardien de musée et continuer à avancer et à offrir le même savoir-faire avec les techniques, la 3D, avec l'innovation d'aujourd'hui. À innover, c'est pour ça que je ne fais que... Je bois vos paroles comme du petit lait, c'est génial. Nous, on a... parce que tout n'est quand même pas très rose non plus, c'est quand même assez difficile. Et je trouve que moi, ma qualité de jeune entrepreneur et surtout de jeune patron d'une maison de mode, ce qui est passionnant et hyper difficile, on parle beaucoup, tu l'as un peu évoqué, par rapport à ces marques patrimoniales, le rapport au temps. Le rapport au temps, alors là on commence à, c'est super ce que tu as dit, à souffler, mais quel enfer. Parce que tout simplement, nous, s'il y a bien quelque chose qui est tiré de notre héritage, c'est le temps long. Alors c'est génial parce que ça fait une espèce de socle. Les vents peuvent bouger, s'énerver, s'exciter. Ça nous ramène à ça. Mais en fait, ça a été. Moi, je pense que ça a été une des grosses difficultés entrepreneuriales depuis ces quelques dernières années. Il y a 2 temps. Et tout à l'heure, en introduction, vous parliez d'une schizophrénie ambiante. Quel bonheur d'entendre ça. C'est-à-dire qu'il y a. Il y a le temps de la com, on parlait des trends TikTok qui durent une semaine, il y a le temps du buzz permanent, parce qu'il faut faire le buzz permanent, les réseaux sociaux. C'est hyper troublé. Nous, chez nous, parce que c'est pareil, cette schizophrénie ambiante, c'est tout le monde rêve de réindustrialiser la France du textile, évidemment, en général, ceux qui le disent, c'est ceux qui ne le font pas. Ceux qui le disent, c'est ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans une usine. Il faut juste quand même se dire qu'en 2023, on n'assoit pas des gens derrière une machine à coudre comme on le faisait dans les années 60. Donc ce doux fantasme de dire on va créer 1 million d'emplois, comme ça, je suis le premier à applaudir de mes 2 mains, et oui, on va le faire, sauf qu'en fait, il faut la bonne formule et la bonne recette. Et ça passe par une chose, c'est le temps. On a 2 ans et demi de formation en interne pour acquérir l'entièreté de la polyvalence des gestes. Le trend TikTok, c'est 1 semaine. Et nous, on a été hyper tiraillés, parce qu'on se dit, en fait, quand on a repris la boîte, on fait quoi? Est-ce qu'on tombe dans le... Et attention, ce n'est pas un reproche, parce que je pense qu'il y a des géniaux modèles économiques de ça, dans cette course frénétique de la mode, du temps, du trends, de machin, de tout ça, ou est-ce qu'on s'ancre dans la durée? Et je rejoins totalement les propos. Alors la réflexion chez nous a pris un quart de seconde à peu près, et on s'est dit en fait de cette maison familiale, capital familial propre, on a fait aussi un choix qui fait douter beaucoup de personnes, mais on va essayer de démontrer qu'on a eu raison. On a refusé des grosses entrées au capital, parce qu'en fait on a besoin de temps. Et moi, nous ne sommes que des passeurs dans cette entreprise-là. Et tous les jours, il n'y a pas un jour qui passe, et ça c'est un poids du patrimoine, en se disant comment la décision n'incombe pas un kiff de Julien Tuffery, mais comment la décision que l'on prend aujourd'hui, elle est absolument durable pour se dire, moi j'ai fait beaucoup de sport de ballon, je ne suis qu'un passeur. 5e génération, pas 5e génération, je ne sais pas qui arrivera après, on n'est qu'un passeur. Et comment cette réflexion de se dire... dans cette effervescence de l'ultra-communication, de l'ultra-buzz, du média, de machin, comment en fait et comment on regardera, j'espère, un futur DA dans 100 ans, j'espère qu'il n'y aura pas un arrêt, mais regardera Atelier Tuffery comme Guillaume, regardez pas tout, en se disant, putain, ceux qui étaient là en 2023, ils ont quand même pris les choses dans le bon sens, et ils ont surtout remis la culture de la fabrication, la culture du temps. Alors je vais vous faire rebondir, je suis désolé, mais je suis obligé de le dire. J'ai presque envie de dire que la créativité, c'est presque le plus facile dans nos métiers. Voilà, vous avez 2 gestionnaires de manufacture. Merci beaucoup, Julien. Non, mais je le dis, attention, je mets quand même des grosses pincettes, mais c'est derrière comment vraiment on réinstalle un outil de production à la sauce 2023 pour qu'il soit performant en 2050. Excusez-moi le terme, mais putain, ça c'est compliqué. Bravo, Julien. Ouais, on peut l'applaudir. Émilie, et c'est un point intéressant, cette notion de passeurs qui se sont passés justement les uns les autres, parce que ça vous interroge aussi sur ces rôles des directeurs artistiques, des créateurs dans ces maisons patrimoniales. Oui, alors ça aussi, c'est un rôle qui, j'ai envie de dire, est un peu le propre du XXe siècle. Alors, à nouveau, plus précisément, quelque chose qu'on observe à partir des années 80, 90, au moment où on prend conscience aussi de la valeur patrimoniale de certaines marques. Encore qu'il ne faut pas oublier souvent que Christian Dior, avant de fonder sa marque, on lui avait proposé de reprendre une maison, Philippe et Gaston. Il a dit non, je préfère faire ma propre maison. Mais bref, tout ça pour dire que cette idée de transmettre
un patrimoine et autant d'archives et d'identités de marque, c'est quelque chose qu'on a vu se développer, en effet, tout particulièrement au cours des dernières décennies. Mais c'est vrai qu'à vous entendre parler, je pense qu'il faut vraiment différencier cette idée d'un patrimoine, de transmission, ce rôle du passeur, dans le domaine de la créativité et dans le domaine de la technicité, même si les deux sont intimement liés, ça soulève véritablement des questions différentes et en cela, finalement, des généalogies d'inventeurs, de fabricants, on peut souvent les tracer beaucoup plus en amont que ces directeurs artistiques qui sont le propre d'une certaine culture de la mode depuis notre nouveau siècle particulièrement. Guillaume, Henri, qu'aimeriez-vous laisser comme héritage? Vous avez encore un petit peu de temps, mais... Alors moi, personnellement, rien. Ça m'est complètement égal. Ah ouais? Non, je voudrais laisser quelque chose de propre et de dynamique. Et je rebondis encore sur cette notion de passeur. Moi, vraiment, si vous me posez la question, je suis obligé de parler de moi. J'ai jamais vraiment rêvé d'être DA. Je voulais déjà travailler dans la mode. C'était déjà un rêve absolu. Je suis un gamin des années 80 qui a grandi dans l'Est de la France et qui voyait la mode comme un Eldorado impossible. Donc déjà, de travailler dans la mode, j'étais très gâté. Après, je pense qu'il faut accueillir les moments, faut être curieux, généreux dans les rencontres, dans les échanges, et puis petit à petit, je me suis vu confier des missions. Je pense aussi que j'en voulais, quoi. Donc c'est comme un sportif, il faut se muscler. Et donc je suis arrivé là. Maintenant, par contre, en termes d'héritage personnel, ça m'est complètement égal. Moi ma grande réussite, c'est quand une maison endormie se réveille, mais sans fracas. Hein. Moi, j'essaye parce que les réveils peuvent être compliqués parfois. Vous parliez du Japon tout à l'heure. Patou, on l'a relancé en 2018. La première collection, c'est 2019. Entre les deux, un an stratégique. Un an. Une équipe de 5 personnes. C'est définir la distribution, définir la saisonnalité, trouver un espace. Tout doit raconter la marque. C'est quoi l'espace ? C'est quoi la musique d'attente du téléphone ? Ça aussi, ça raconte la marque. Créer l'équipe, l'humain, capital. Cette personne va travailler avec cette personne. Pas seulement se soucier des compétences absolues. Je pense qu'on est bon aussi quand on est excité dans une équipe. Avec qui on fabrique. Cette notion de transparence, cette notion, pour le coup, chez Patou, on en parle très peu parce que c'est désir first. Mais l'éco-responsabilité, pour nous, c'est capital. Plus de 80% de nos matières, aujourd'hui, sont éco-responsables, recyclées ou biologiques. Donc, un an, c'est très, très peu. Donc, finalement, première collection présentée en 2019, on est en 2023, il y a eu le Covid, on l'a tous traversé. Hein. Et aujourd'hui, quand je vois, par exemple, Patou au Japon, mais je suis fou de bonheur. C'est-à-dire qu'il y a une énergie incroyable. Et aussi, ce que j'adore, c'est quand il y a des marchés qui finalement se fichent de la notion historique de la maison pour laquelle vous travaillez. Et ça paraît bizarre, mais c'est génial. Je me souviens, à l'époque de Carven, on devait faire un événement en Chine et on leur avait parlé peut-être de faire une salle un peu rétrospective et ils nous avaient regardé abasourdis, genre mais Carven, ça a 5 ans. Donc, Et ça, c'est génial aussi. Quand le côté Suzanne Langlin, c'est un peu... C'est là, mais ce qui compte, c'est là-bas. Et quand on me parle du nouveau Patou, aujourd'hui, je suis extrêmement content, parce que c'est une dynamique vers plus tard. Très intéressant, Emilia, justement parce que vous travaillez, on disait tout à l'heure, sur les expositions de mode qui ont de plus en plus de succès. On parlait de rétrospective de Patou à l'instant. Vous travaillez avec vos étudiants justement à une exposition. C'est justement sur ce qu'on va laisser, à quel moment on peut laisser quelque chose et pourquoi il faut l'exposer. Qu'est-ce qu'on garde ? Je crois que l'exposition, c'est sur les dernières années que vous la faites avec vos étudiants.
Oui, avec mon collègue Adrien au premier rang également. On fait travailler les étudiants sur une décennie toute récente, qui est la décennie 2000-2010, avec laquelle qu'on a tous traversé ici, bien sûr. Et on s'interroge justement sur cette notion d'historicité, à quel point, quel est ce passage en fait entre quand est-ce qu'un objet se dote de cette dimension d'archive en fait, à quel point c'est le passage entre le passé, le présent, le temps de l'histoire, le temps de l'écriture, et donc voilà, ça soulève beaucoup de questions justement. Dans l'instant T, qu'est-ce qu'on garde ? On n'a pas le recul nécessaire. Il y a des choses qui nous paraissent tout à fait essentielles et qui, avec les années, parfois même un petit recul, on se dit que c'était pas forcément ça la chose à en garder. Mais pour rebondir sur les propos précisément de Guillaume, et pour faire ce lien aussi avec cette idée de patrimoine à la fois dans les cultures de la fabrication et dans la création, c'est évident que justement, il ne faut pas figer comme dans un musée, et que c'est là la clé. Et ça, à nouveau, je l'ai peut-être davantage compris en menant ce travail de recherche actuellement avec des gens qui fabriquent la mode. C'est que pour qu'un savoir-faire, pour qu'une technique se perpétue, existe encore, eh bien, elle va fatalement évoluer, et on lui souhaite fatalement d'évoluer, parce que sinon on la met sous cloche et précisément elle dépérit. Et que donc il y a toujours cette tension, c'est-à-dire que de la même manière, je pense que c'est ce qu'évoquait Guillaume précédemment, c'est-à-dire que si l'idée c'est de refaire la robe de Suzanne Langlaine, dans ce cas-là, on est dans de la reproduction historique, on n'est plus dans de la création de la mode, et qu'il faut toujours que un nouveau corps, un nouvel esprit qui va se saisir d'une archive, bien sûr qui va garder la trace d'un passé, mais par la force des choses, il faut la transformer, il faut la modifier, sinon, oui, ça devient un petit peu mortifère, et le contraire donc de la mode. J'aimerais conclure sur une de vos phrases, Julien. Le patrimoine est un outil qui nous inspire pour être meilleur demain. Je pense que c'est Vous avez 2 heures. Oui, c'est exactement ce que tu dis là. C'est-à-dire que c'est une géniale caisse à outils. Et aujourd'hui, je m'amuse, je me plais de dire que le succès de la Maison du Ferry, c'est vraiment le mariage au quotidien. C'est le mariage entre le métier de mon arrière-grand-père. Enfin, je vous invite à aller dans une manufacture de jeans. Enfin, mis à part la couleur des machines, la technicité des machines, le voltage des moteurs. Enfin, franchement, le geste n'a pas des masses changé en fait, en vrai. Donc c'est un petit peu ce mariage entre ce très 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 vieux métier et avec tout ce qu'on peut faire de plus moderne. Tu parlais tout à l'heure de... Nous c'est rigolo, on a intégré la techno 3D, pourtant on a 131 ans. Mais en fait la techno 3D c'est quoi ? C'est juste le maître ruban de mon arrière-grand-père de 2023. Point barre. Ça nous sert à quoi ? Ça nous sert à être encore meilleur pour repenser les modèles, et c'est pour ça que des archives on en a plein, je te rejoins totalement sur... Parce qu'il y a aussi les corps qui ont changé, qu'on le veuille ou non. En 80 ans, les corps ont beaucoup changé. Donc ce serait presque une aberration technique. Et Dieu sait qu'on est très pointu dans la Maison du Ferry sur la technicité des coupes. Ça serait une connerie, en fait, de reprendre exactement le même patronage. Par contre, il inspire. Il inspire parce qu'il y a tout un patrimoine, tout ça. Et juste pour répondre, parce que je sais qu'il nous attend sans doute beaucoup là-dessus, sur l'IA, la questionnement, et l'IA et la mode de demain. Alors je vais à nouveau être poil à gratter, mais l'occasion est trop belle. L'IA, mais quel bonheur! Enfin, hier soir, du coup, suite hélas, au chamboulement de neurones de M. Rivaud-Alain, il nous a posé cette question sur le rapport à l'IA qui arrive. Oh merde. Non, alors, évidemment qu'on n'a pas attendu Yann parce qu'on se pose beaucoup la question de ça, mais du coup, on est allé sur Midjourney. Donc, on a tapé, j'ai tapé, c'est facile. Jean idéal. Alors, j'aurais pu faire jean idéal pour gagner énormément d'argent et devenir célèbre. Ça nous aurait sorti un jean. Alors, c'est très bien. En plus, on peut affiner. Ah, cette version est pas mal. Clac, ça pousse. Attends. Ok, alors j'ai cherché le bouton, ok, made pseudonyme. Ah putain, je ne l'ai pas trouvé. Donc qui va le faire ? Qui va la produire ? Donc évidemment, l'IA nous le rapporte, c'est que dans la géniale bibliothèque des inspirations, il y a les archives de papilles, il y a ce que veulent les clients, il y a les cahiers de tendance, il y a Pinterest, il y a TikTok, il y a tout ce que vous voulez, et il y a l'IA. Ça sera formidable. Tant qu'il n'y a pas ce petit bouton de... Ce que j'ai vu sur l'IA, il va y avoir une super machine qui va fabriquer le jean toute seule. Je trouve que la fameuse mode de demain à la française sera juste brillantissime, à condition, et merci, alors ironie du calendrier, ou alors vraiment les organisateurs sont brillantissimes, chose dont je ne doute pas. Tiens, le plan hier de l'État ça fait juste 70 ans que c'est pas arrivé quand même, pour remettre un petit peu et sur le devant de la scène et avec quand même pas mal de chèques, les métiers manuels, les métiers d'art. Est-ce que c'est pas la plus belle des réponses à l'IA
tant que ce petit bouton de la machine qui fabrique tout seul un jean n'existe pas, mais évidemment que si. Et voyons l'IA comme une source d'inspiration, comme tant d'autres, comme l'était Pinterest, comme ça aurait pu être la révolution de tout ça. Et juste de se dire, si on veut, je pense, résister à ce tsunami qui arrive, punaise, mais on va peut-être commencer à s'intéresser aux mains qui fabriquent. L'IA ne fabriquera pas demain. Sans doute qu'après-demain, oui, mais on a quand même 50 ans, je pense, tranquille. Allons dans les manufactures, repensons vraiment la position de l'artisan, de l'œuvre. Purée, je rêve de cette période où c'est les élèves les plus brillants qui vont dans les manufactures. Et je sais que ça viendra. Donc voilà, l'IA, on va l'accueillir à bras ouverts et on va dire que ça va être une source d'inspiration parmi tant d'autres. Mais jusqu'à demain, en tout cas demain, elle ne fabriquera pas les jeans et les chaussures toutes seules, a priori. Pas encore. Un tout petit mot, parce qu'on a déjà dépassé, on aurait envie de passer des heures avec vous, mais on peut l'applaudir. Pour enchaîner sur ce qu'on disait sur l'IA, nous, quelque chose qu'on développe chez Paraboot, parce qu'on parlait de sécurisation. Alors moi, j'aime pas trop ce mot-là, parce que s'il y a déjà qu'il y a péril, on essaye de voir du positif. Donc c'est plutôt transmission des savoir-faire. Et aujourd'hui, oui, on l'a évoqué, c'était l'oral avant, parce que les gens, ils faisaient 30 ans, 40 ans de maison, donc on avait le temps de former, on avait le temps qu'ils se passent les savoir-faire. Aujourd'hui, on n'a plus ce temps-là. Et par contre, nous, on s'est servi alors de l'IA et de ce grand monde-là pour dire, les jeunes aujourd'hui, ils sont sur TikTok, les influenceurs, les MOOC, j'ai même pas les tutos, enfin, j'ai pas tout le vocabulaire. Et en fait, on a dit, il faut qu'on se serve de ça pour transmettre nos savoir-faire. Donc aujourd'hui, on est en train de lancer la machine, de dire comment on va utiliser cette nouvelle technologie pour en fait assurer la transmission des savoir-faire. Parce que je rejoins Julien, mais je pense que nous tous, c'est-à-dire que la mode d'aujourd'hui, elle est aussi beaucoup basée sur la mode d'hier et elle sera la mode de demain. Mais la création, on l'aura, mais après, il faut la réalisation. Et on le voit déjà aujourd'hui qu'on a perdu certains métiers de réalisation. Donc il faut qu'on les stocke quelque part. Donc peut-être que là, l'IA, ou en tout cas cette intelligence des réseaux, va pouvoir nous aider. Une IA de la mode à réfléchir, en effet, avec vos données à vous tous. Merci infiniment à tous les quatre, Émilie, Julien, Clémentine et Guillaume. Merci beaucoup.